Faire le point des fois avec des vieux complices, des gens qu'on rencontre, qu'on perd de vue, qu'on retrouve, sur comment ça va, comme disait Godard. Comment ça va, c'est-à-dire à quel rythme, à quelle vitesse, est-ce que la course continue, est-ce qu'on va quelque part, qu'est-ce qu'on voit quand on se penche sur ce paysage mental qu'on a tous, alors chacun selon son histoire et sa génération, de ce qu'on appelle le cinéma, qui a cet avantage, contrairement à la télévision, d'être plutôt un pays, d'être une géographie. Le cinéma a toujours été plutôt un pays en plus, un pays en rab, un pays dont on pouvait être un citoyen quand on n'était pas très très bien sûr d'appartenir aux autres pays réels, trop réels. Ce qui est très différent de la télévision, qui est un réseau, qui n'est pas un pays, qui est déjà quelque chose d'autre. Donc ce pays, il a une histoire, elle passe par les gens qui ont fait les films, qui ont écrit sur les films, qui en ont vu beaucoup, et puis elle se transmet de génération en génération. Et c'est toujours intéressant de regarder ce paysage changer un petit peu dans le rétroviseur, mais de voir également dans le rétroviseur ce qui peut arriver, ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je vais demander à Jean Narboni, ancien des Cahiers du cinéma, enseignant à la Fémis, enseignant à Saint-Denis, vieil ami, inutile de le sceller plus avant, qui avait comme ça envie de discuter un petit peu, et puis moi aussi, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, de voir comment lui ressent de son côté, donc il est plus au contact, disons, des jeunes, des étudiants de cinéma que moi, donc moi ça m'intéresse un peu, comme ça, par voyeurisme, par personne interposée. Qu'est-ce qui, selon lui, se transmet ? Le problème de la transmission n'est pas seulement un problème de cinéma, c'est un problème fondamental que, visiblement, nos sociétés, on ne sait pas très bien pourquoi, ne se posent plus, ou font semblant de se poser, pour des raisons encore inconnues, et que peut-être on comprendra plus tard. On ne transmet pas grand-chose, ou peut-être parce que les choses se transmettent, ou sont médiatisables, ou sont disponibles dans des machines, et que donc il en va de même pour le savoir sur le cinéma, à ceci près que le cinéma est une histoire récente, que son histoire n'est pas définitivement établie, que ses historiens sont peu nombreux, pas complètement fiables, que la race des Sadoul et des Mitry non seulement est épuisée, mais ne se renouvellera pas, et qu'au moment même où on se dit que le cinéma correspond en gros à l'aventure du XXe siècle, donc ce qui n'est pas rien, que quelques éléments historiques ont l'air relativement incontournables, qu'une énorme zone d'ombre en même temps existe sur les 3/4 de l'histoire du cinéma. On a aussi le sentiment que c'est un peu trop tard pour l'écrire, presque trop tard pour l'évoquer, y compris pour évoquer cette histoire du cinéma que Jean ou moi on peut avoir en tête, qui est une histoire parmi d'autres, qui est celle de gens qui ont commencé à voir du cinéma à l'époque de la Nouvelle Vague, et dont ils se demandent des fois ce qu'ils vont en transmettre, ou ce qu'ils en transmettent, et quelles sont les choses qui se transmettent facilement, et puis les choses qui se transmettent difficilement, sans qu'on puisse incriminer les gens qui sont visés par cette transmission, c'est-à-dire les étudiants. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu les choses qu'on avait envie de discuter tous les deux à bâton rompu. Et bon, Jean, tu me disais juste avant que l'émission ne commence, la Nouvelle Vague est un peu dans la conscience des étudiants de cinéma. On sait que ça existait, en plus ça s'est quand même passé plutôt en France. Mais ce qui a suivi immédiatement, c'est-à-dire l'effet Nouvelle Vague dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, n'est pas dans la conscience ni dans la mémoire de ces gens-là. Alors ce que ça veut dire que le cinéma se replierait un petit peu sur son aire de départ, c'est-à-dire en gros l'Europe, la Russie et les USA, et que cette partie qui s'est passée aussi bien au Brésil qu'au Japon, qu'au Canada, qu'en Afrique même, est-ce qu'on l'aurait rêvé, en gros? Est-ce qu'on aurait rêvé Glaubert Rochat, Jean? Par moments, je me demande si c'est pas le cas. J'étais un peu frappé, mais ça confirmait des choses que je percevais, soit dans mon coin, soit en parlant avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. Cette histoire de transmission, enfin, comment les choses, la mémoire du cinéma, l'histoire du cinéma, ce qu'on peut aujourd'hui en savoir et la façon dont on y a accès se fait. Et je suis frappé. Quand j'ai lu les comptes rendus de Cannes, j'ai eu l'impression, et ça me confirmait dans quelque chose que j'avais un petit peu éprouvé dans les années précédentes, que c'était une transmission qui était faite avec des lacunes considérables, avec des trous, des pans entiers qui étaient tombés. Et puis, que, contrairement à ce qui se passait, par exemple, pour la Nouvelle Vague, prenons l'exemple de la Nouvelle Vague par rapport à quelqu'un qui a 20 ans ou 23 ans, il est arrivé que des gens découvrent Sauf qu'il peut la vivre au détective comme premier film. Hein. Et puis, à partir de là, face à rebours, le chemin qu'on a fait, nous, dans le sens avant-après, c'est-à-dire d'à bout de souffle, pour parler de Godard, à puissance de la parole, et se mettre à voir à bout de souffle, et peut-être demain à voir
pour la première fois de leur vie, une femme est une femme. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout un pan du cinéma qui est celui qui a été dans l'après-coup de la nouvelle vague et qui a essaimé planétairement. Celle-là qui était ce qu'on a appelé à partir des années 65 et très contemporaine, disons, de la naissance du festival de Pesaro, les jeunes cinémas mondiaux, que là, ce cheminement à rebours, il n'y avait même pas la possibilité de le faire. Et que tout à coup, un certain nombre de cinéastes d'âge différents, hein, bon, Imamura n'est pas du tout de la même génération que Denis Arcand, par exemple, ou que Rudolf Thomé, bon, on avait l'impression, dans les comptes rendus, que ces gens-là apparaissaient et qu'on voyait là, disons, leur premier ou leur deuxième film. Je suis très frappé. Il me semble que, par exemple, Imamura, bon, Palme d'Or à Cannes, je crois en 83, Oui, Narayama, oui. avec la balle de Narayama. Et puis maintenant, dans le film sur Hiroshima, a énormément frappé, apparemment, même s'il a eu un prix un peu dérisoire, je crois, pour sa contribution technique. Bon, peut-être le flash nucléaire est suffisamment difficile à mettre en scène pour qu'on puisse ne donner qu'un prix à la contribution technique à un film de cette ampleur, apparemment. Bon, Imamura, c'est quelqu'un dont on ne sait pas qu'il a fait un nombre assez considérable de films. Bon, de la même façon, l'exemple de Rudolf Thomé, bon, le philosophe, apparemment, aujourd'hui, a frappé. Les formes de l'amour avaient un tout petit peu été repéré il y a un an à peu près, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait, il y a derrière lui bon, une douzaine de films. De la même façon, si on prend Denis Arcand, le film là sur Jésus-Christ de cette année, est à peine ramené à son film antérieur, hein, comme connaissance, c'est-à-dire au déclin de l'Empire américain, qui avait eu un gros succès public, qui avait fait scandale. Et non pas Réjeanne Padovani. Et voilà, et je me souviens qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, un film comme Réjeanne Padovani, qui n'était pas son premier, parce que je crois que c'était son deuxième ou son troisième, il en avait fait un qui s'appelait au moins La Maudite Galette, je crois, qui était son premier long-métrage. Bon, ces choses-là ne sont pas sues. Alors, il n'est pas question d'incriminer l'inculture généralisée ou une amnésie militante ou un Big Brother qui voudrait que la mémoire du cinéma ne se fasse pas. Mais j'ai eu l'impression que là, dans cette possibilité donnée à des gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 25 ans, cette possibilité de faire retour sur un certain type de cinéma immédiatement postérieur à la nouvelle vague, la possibilité de ce retour était interdite, pas par une décision maléfique, mais parce qu'il n'y avait pas la possibilité de voir ces films. J'en ai parlé avec un certain nombre d'étudiants, tant à Paris 8, au département cinéma, qu'à la FEMIS. C'est quelque chose qui les frappe beaucoup. Il y a un an, un étudiant de la FEMIS a écrit une lettre qui avait eu un certain retentissement, une lettre ouverte à la Cinémathèque, qui avait beaucoup frappé, qui portait pas du tout sur cette période, qui, sur la base d'une envie de connaître un petit peu l'histoire du cinéma, avait adressé cette lettre ouverte à la Cinémathèque sur un pan du cinéma bien antérieur, qui était, disons, la période du cinéma muet. Ça avait provoqué un mouvement. Et bon, la Cinémathèque a programmé depuis quelques mois un cycle, une première partie d'un cycle de cinéma muet à raison d'un film par cinéaste. Hein, donc c'est extrêmement modeste. C'est le cabinet Ottokar Caligari, La Passion de Jeanne d'Arc, Faust, Naissance d'une nation ou Intolérance, je ne sais pas. Mais quelque chose qui puisse au moins en pointillé donner l'idée de ce que peut être le cinéma muet, auquel bon, tout le monde se réfère pour dire le parlant a bâillonné le muet, si je puis dire, ou s'est aveuglé sur le muet, enfin tout ce que Godard a pu dire sur l'écrasement de l'image par le texte, etc. Mais qu'on ne pouvait en rester qu'à des mots d'ordre et des vœux pieux sur ce plan. Et je m'étais souvenu, au fond, que bon, Langlois, bien que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de prévention contre tout ce qui pouvait être colloque, séminaire, débat théorique, tentation de plaquer un savoir sur le cinéma et qui distribuait des choses selon ses goûts, avait, et c'est en recueillant ces articles dans le bouquin qu'on a publié, que j'avais été frappé par ça, avait une sorte de visée pédagogique qui ne se disait pas, qui se formulait jamais dans un jargon ou de façon cuistre, mais que sous ce désordre apparent, qui consistait à dire on conserve tout, on montre tout, je montre plutôt plus souvent ce que j'aime que ce que je n'aime pas, si on peut résumer en 3 phrases la pensée de Langlois, tout garder, tout montrer, mais en même temps plutôt plus ce qu'on aime,
parce qu'il y avait aussi une sélection assez sévère, il y avait une sorte de systématicité qui était celle de l'organisation d'un certain nombre de programmes, de cycles, des alliances paradoxales entre des films, des programmes qu'on peut relire, et que cette visée s'était perdue, et qu'aujourd'hui, avec d'une part, la multiplication des cassettes. Là, j'aimerais bien qu'on parle de ça. En quoi le stockage et la mémoire ne sont pas nécessairement semblables. Pareil, que la façon dont des gens qui avaient envie de faire du cinéma ou de réfléchir sur le cinéma, ou d'écrire à son propos, ou d'y travailler à tel ou tel poste, la possibilité de se faire une vue un petit peu ample et générale et systématique de ce qui s'était passé avant eux, et donc ce qui se faisait aussi aujourd'hui, était perdu. Alors, évidemment, je pense que c'est en France encore, et à Paris principalement, que la possibilité est donnée de façon vaste et ample de voir des choses. Mais tout de même dans un désordre extraordinaire. Lubitsch, il y a eu 4 ou 5 ans, on a eu la sortie miraculeuse d'un film que personne n'avait vu, ou que très peu de gens avaient vu, qui était The Shop Around the Corner. À partir de quoi, il y a eu une vogue et une vague Lubitsch qui fait que, dans la foulée, 7, 8, 10 Lubitsch sont sortis, la rétrospective à la Cinémathèque. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de self-service où les gens n'auraient même pas la possibilité de choisir eux-mêmes, mais où on leur imposerait la carte. C'est-à-dire que il y a des goûts, il y a des paris qui sont faits par des distributeurs, il y a des hommages qui sont élaborés par Brion, ou des cycles à la télévision. À Beaubourg, tout à coup, Anna Magnani, hommage à Pierre Brandberger, Anatole Doman, le cinéma français des années 40, 50. À Paris, je crois qu'il faudrait en parler, une rétrospective miraculeuse des films de Pasolini, finis, pas finis, les essais, les esquisses, les émissions de télé, les repérages. Mais cette rétrospective, par exemple, n'est pas allée de soi. Il y avait un colloque sur la circulation des films, et j'ai été très frappé que, en même temps qu'on pouvait constater une sorte d'accroissement quantitatif de la possibilité de voir des films, tous les gens qui, soit à la télévision, soit organisateurs de festivals de type La Rochelle, Valence, etc., se plaignaient d'une situation qui, à leurs yeux, en relation avec beaucoup de phénomènes, certains tiennent évidemment au rôle joué par les télévisions, se plaignaient des difficultés croissantes à leurs yeux à pouvoir disposer de copies auxquelles l'accès était beaucoup plus facile il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a une sorte de phénomène bizarre. À la fois, on a l'impression que la possibilité de voir les choses se multiplie, se diversifie, il y a une dissémination, et en même temps que les difficultés sont accrues à partir du moment où on fait un peu un travail de fond et un travail systématique. Voilà, oui, tu as donné toi-même un début d'élément de réponse, c'est la différence entre la mémoire et le stockage. Si tu veux, ce que tu as décrit, et dont Langlois est évidemment la meilleure illustration, c'est que Langlois avait une mémoire absolument fabuleuse du cinéma. Je pense à quelqu'un d'autre également comme Mitry, qui un jour m'avait expliqué, quelques années avant sa mort, qu'il avait une mémoire absolument impeccable de tout ce qui était découpage de l'image, place de la caméra, champ contre champ, etc. Et qui se rappelait, il avait à l'époque 80 ans, les premiers films qu'il avait vus, il se rappelait du découpage quasiment par cœur. Mais qu'inversement, il n'avait aucune mémoire des visages et qui se trompait, qui confondait Cary Grant et Clark Gable. Tout ça pour dire à quel point le travail de mémorisation du cinéma fait par des grands amateurs pionniers, qui ont commencé avec le muet fou, créaient des monstres sacrés, réellement, qui avaient une façon de loger dans leur corps, et nulle part ailleurs, dans leur cerveau, une mémoire vive. Alors une mémoire reconstituée, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on reconstituait après. On se faisait une sorte d'histoire du cinéma par morceaux, mais en tout cas, même dans le désordre, les morceaux étaient rentrés dans le corps. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe également beaucoup, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit, et pourtant nous qui sommes bavards, on devrait l'avoir compris plus tôt, c'est que le cinéma, qui a été une façon de plonger les gens dans une obscurité, mais également dans un silence obligé, pas relatif mais obligé, chez certains des cinéphiles, ou des gens cinéphiles, pas forcément d'ailleurs
comme nous, cinéphiles également de masse, il y avait une vengeance, c'est-à-dire qu'il fallait parler après. Et je pense que le cinéma, la mémoire du cinéma, la mémorisation des choses tient beaucoup à une tradition orale que nous, on a un peu connue, qui faisait qu'il n'était pas question, passant beaucoup de temps au cinéma, voyant beaucoup de films, une fois que le film était terminé, qu'on était restitué à l'état normal de veille, de ne pas en parler des heures et de ne pas même communier comme une sorte de complicité à base de scènes qu'on pouvait mimer. Bon. C'est important parce qu'il me semble que ça a un petit peu disparu, qu'aujourd'hui, lorsque on évoque comme ça des morceaux entiers de mémoire, avec beaucoup d'erreurs des fois, on est tout à fait surpris quand on revoit les films parce qu'on avait à moitié rêvé, c'est quelque chose qui maintenant apparaît comme un petit peu ringard. Et c'est important parce que sans cette tradition orale, donc dans la mémoire et dans le langage, des gens comme Langlois et dans une bien plus faible mesure nous, mais je pense à quelqu'un comme Rivette par exemple, qui s'il disait tout ce qu'il a dans la tête, il y aurait à peu près l'histoire du cinéma intégrale sur Terre. Ça c'est de la mémoire. Or, il est évident que depuis un certain temps, on est dans le stockage. Et on y est pour des raisons économiques principales, et qu'il est très possible de commencer à stocker intelligemment les films. Par exemple, quelqu'un qui aurait stocké, qui aurait enregistré tout ce que le Ciné-Club, tout ce que Brion et Philippe ont passé depuis 10 ans ou 15 ans en France, aurait une assez belle vidéothèque. Je pense que des gens l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait parce que justement, j'appartiens à la catégorie des gens qui ne collectionnent pas et qui espèrent garder une bonne mémoire de ce qu'ils ont vu. Mais quand le stockage l'emporte sur la mémoire, on est dans une autre logique. Et alors, on commence à s'inquiéter parce que, par exemple, il est tout à fait possible que lorsque les droits des films de Chaplin seront tombés dans le domaine public, eh bien, quelqu'un peut très bien les racheter à des prix astronomiques. Et ça peut très bien passer une fois par an à la télévision ou dans un cinéma, et dans des conditions alors complètement proches du musée, comme une sorte de rareté absolue, où on dira effectivement beaucoup de bien et de ces films et du cinéma et du génie de Chaplin, mais ce ne sera pas du tout perdu, simplement ça disparaîtra de l'espace public, l'espace où on parle, l'espace où on commémore, et l'espace où on sait que les films passent suffisamment dans les salles, tout du moins à Paris c'était le cas, on était un peu des enfants gâtés, pour de temps en temps aller vérifier que, le film est toujours aussi bien, ou que telle scène qu'on trouve extraordinaire, c'est bien ces mots-là qui sont dits. Voilà. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui a commencé très tôt. Et si les films donc de l'après-Nouvelle Vague, dont tu parlais au début, semblent avoir déserté la mémoire des gens, c'est que ces films étaient moins familiers parce qu'ils étaient en général faits sur des cultures différentes. Il fallait quand même apprendre 2-3 choses sur le Brésil pour rentrer en phase avec Glaubert Rocha, même s'il y parlait aussi une langue cinéphilique, que les copies ont très vite disparu, que la valeur marchande de ces films était assez faible, et qu'aujourd'hui, ils sont dans une sorte de musée que les gens ne visitent pas. Alors qu'inversement, tout ce qui est sur le vieux terrain franco-américain, italien, continue à être là parce que ça se passe ici, ça se passe en Europe. Enfin, c'est pas du tout pour te répondre globalement, mais c'est pour ajouter mon grain de sel à ce problème comme ça du moment où la mémoire ne suffit plus, au moment où on deviendrait un petit peu des hommes-films, comme Truffaut filmait les hommes-livres de Fahrenheit, et on trouve que c'est un peu lourd quand même. Oui, mais ce que tu disais sur la tradition orale, l'idée de parler à partir des films, autour des films, moi je vois, même si entre les deux tentatives, il y a des différences qui apparaissent immédiatement, dès qu'on cite les titres. Bon, les 2 émissions de Godard sur son histoire du cinéma, le film de Skorecki sur les cinéphiles. Bon, ce que Godard perpétue dans quelque chose qui est pourtant une réalisation filmique elle-même, c'est cette idée d'histoire, pas seulement avec un grand H, mais avec un H minuscule, à savoir l'histoire du cinéma, c'est pas seulement une mémoire morte, c'est-à-dire que l'opposition, c'est pas celle qu'on brandit toujours, mémoire contre oubli, souvenir contre amnésie, etc. Mais mémoire vivante et mémoire morte. C'est ça, moi, qui m'intéresse un peu en ce moment. Comme on disait dans une terminologie qui n'a plus cours aujourd'hui, capital mort et capital vivant. Mais comme on dit également en informatique. Absolument, absolument. Et bon, Godard commence, et on connaît ce discours-là qui l'affine et qui continue. L'histoire du cinéma, c'est d'abord les histoires au pluriel et sans majuscule qu'on se raconte à propos du cinéma. Celles qu'on se raconterait, celles qu'on se racontera, celles qui ont eu lieu, celles qui vont avoir lieu. Et pour prendre donc un exemple beaucoup plus restreint et limité, ce qui m'a intéressé, moi, dans la tentative de Skorecki dans Les Cinéphiles, c'était la prise à l'aide de ce que tu disais. C'est-à-dire
un parti pris tout de même assez fort sur cette secte étrange qu'on appelle les cinéphiles, bon, qui ont à un moment, je crois, constitué quelque chose d'assez actif, disons, autour des limbes de la nouvelle vague et dans les 10 années qui ont suivi. Il faudrait d'ailleurs voir, je ne sais pas, tu peux peut-être me renseigner, d'où vient ce mot. Il n'a pas toujours existé. À quel moment ce mot a été inventé? Sous la plume de qui ou dans la bouche de qui le mot cinéphile est apparu pour la première fois? Et dans le film de Skourékis, ce qui m'a intéressé, même si il y a beaucoup de choses à discuter, c'était de prendre très au sérieux cette idée, à savoir faire un dispositif cinématographique dans lequel on ne verrait pas une salle de cinéma, on ne serait jamais dans une salle de cinéma, on ne verrait jamais une enseigne de cinéma, on ne verrait pas une affiche de cinéma, on ne verrait pas une image de cinéma, c'est-à-dire prendre un peu le contre-pied de cette surabondance apparente qu'on a aujourd'hui sur les icônes et les effigies, et de filmer des gens qui sont juste à côté d'une salle, un peu avant, un peu après. Qui font le pied de grue. Qui font le pied de grue, hein, qui sont un peu plantés comme des poireaux. Oui, sur l'asphalte. Oui, et qui sont bien vus comme des gens qui, entre deux visions de films, parlent. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé dans la première émission de Godard, je n'ai pas vu la deuxième, c'était la prise au sérieux de cette histoire, selon quoi l'histoire du cinéma s'est fait des myriades de petites histoires qu'on se raconte à son propos et qui ont essaimé, presque un peu métastasié, à partir de ce qui était des films, des produits, des productions nationales ou des films singuliers. Alors pour ce qui est de cette période du cinéma, qui, sous l'effet de la nouvelle vague, s'est distribué dans le monde entier, bon, actuellement, il y a réellement un vide absolu. C'est-à-dire que la prédominance absolue, disons, le recentrage sur le cinéma européen, français, un peu italien, l'Amérique et la Russie, a fait complètement disparaître, sans qu'on ait actuellement la possibilité de s'y reporter, quelque chose qui a été extrêmement important, peut-être aussi important dans sa continuation que la nouvelle vague, qui est ce qui s'appelait, on en a parlé, ces nouveaux cinémas mondiaux, qui étaient précisément ceux de Denis Arcand ou de Gilles Groux, ceux de Glober Rocha ou de Paolo César Saraceni ou Léon Hirschman, les films de Skolimowski ou les films de Forman du début, les films de Miklos Jankso. Par exemple, il y a 6 mois, je crois, dans une indifférence et une méconnaissance absolue, il y a eu, je ne sais où, dans quel cinéma de banlieue, une rétrospective d'un cinéaste hongrois qui a peut-être 40 films ou 30 films derrière lui, qui s'appelle Miklos Jankso. Bon, par rapport à quoi, quand on prononce le nom, on se heurte à peu près 9 fois sur 10 à un qui est-ce. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la connaissance des films. Ce qui aussi me paraît ne pas s'être transmis du tout, c'était les débats importants qui ont traversé l'histoire du cinéma et qui ont eu lieu à propos des films, c'est-à-dire les grandes polémiques, les grands affrontements, les grandes querelles sur l'éthique du filmage, la pornographie ou l'obscénité généralisée, pas au sens sexuel du terme, le spectaculaire, la question de la transparence ou de l'opacité de la représentation. Et là, il me semble qu'il y a aussi dans le passage des grandes problématiques du cinéma depuis les origines jusqu'à ce qui s'est joué avec l'apparition de la télévision et depuis, ces grandes questions, quand on les aborde à la lumière de ce qu'on peut, nous, en avoir connu, hérité, ou même dans la mesure où on a pu y contribuer d'une certaine façon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. Et je pense que dans l'édition de cinéma également, il y a un extraordinaire désordre dans la façon dont les choses apparaissent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres de cinéma qui se publient, il y a des collections de poches qui reprennent le fond, mais il n'y a pas un travail systématique qui, à mon avis, serait très utile, qui serait une sorte de retraversée des débats qui, depuis les origines jusqu'à maintenant, ont agité ceux qui ont pensé sur le cinéma, qu'il s'agisse de gens qui en ont fait, ou des gens qui ont pensé autour du cinéma sans en avoir fait, disons, Deleuze en étant l'exemple le plus récent, et Bazin en étant un autre pour parler de personnes qui n'ont pas réalisé de film.
Ça, c'est quelque chose qui est perçu et qui est perçu comme un manque. Et je ne crois pas que le stockage, c'est-à-dire la disponibilité des cassettes, ce que ça donne comme un peu une façon de se sentir en sécurité, qui a un avantage pour ce qui peut être de l'ordre de l'instrument de travail, n'est pas nécessairement positif sur tous les plans. C'est-à-dire qu'au moment où un certain type de cinéma a été celui qu'on a connu, l'accès était difficile, précaire. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités de se reporter aux choses. Il n'y avait pas de stock de réserve. Et bon, ça permettait des folies, des délires, des faux souvenirs. Mais c'est pas nécessairement, pour moi, un défaut. Et j'ai l'impression que l'engrangement, comme ça, des cassettes et la possibilité à chaque instant de dire elles sont là, peut entraîner quelquefois une paresse de l'esprit, je trouve, et un sentiment de sécurité qui fait perdre au cinéma une sorte de précarité qui, à mon avis, est aussi quelque chose qui lui appartient essentiellement. Dans l'émission de Godard, je suis frappé par le fait qu'il parle presque autant des films qui ne se sont pas faits, par exemple, soit avortés, censurés, brisés, mais aussi ceux qui ont été tués dans l'œuf. Bon. Son histoire du cinéma positive s'enlève comme la partie visible d'un iceberg de films possibles qui n'ont pas été faits. Bon, pour le phénomène de la mémoire, je crois qu'il y a aussi ce risque qu'il faut maintenir. Alors, je ne sais pas très bien comment, mais je me pose la question. Et puis, le dernier point dont j'aimerais parler, là, pour répondre à tous les volets de ce que tu disais, c'est une sorte de stockage anticipé. Alors, celui-là, c'est le plus grave parce que il est celui qui interdit, alors que les choses se fassent. C'est le phénomène dont on parlait sur la conservation, la restauration, la diffusion des copies, qui est l'OPA qui peut être faite sur un certain nombre de productions, avec une anticipation de programmation à la télévision, dans tant de mois, dans tant d'années, etc., qui bloque totalement la possibilité d'y avoir accès aujourd'hui, parce que tel ou tel groupe, institution, a la main dessus et interdit non seulement une diffusion commerciale parce qu'il va y avoir une diffusion ici ou là, mais même maintenant de plus en plus une diffusion dans le domaine de l'art et essai ou de festivals non lucratifs, des tentatives, disons, d'ordre non strictement commercial. C'est-à-dire pas seulement ce que peut apporter comme émoussement de la perception et de la mémoire vivante le stockage un peu mort, là, de ce capital mort, mais aussi une sorte de stockage anticipé qui interdit en lui-même de répondre à la première question et de la résoudre. Derrière tout ce que tu dis, il y a une question qu'on n'a jamais élucidée, même si on s'est toujours comporté comme si on avait la solution, qui est le cinéma art du présent, pour aller vite. Bon, il y a soit le cinéma est une pratique artistique parmi d'autres, plutôt plus récente que les autres, pas assurée d'être éternelle, en tout cas un moment très long qui continue le 19e, qui fait à peu près le 20e. Bon, on commence à périodiser un peu différemment maintenant le cinéma, on le remet dans une histoire plus large. Auquel cas, il y a un travail formel. Alors, il y a une théorie du montage, mais qui n'est pas que dans le cinéma. Il y a des problèmes plastiques qui sont ailleurs. Il y a le théâtre. Bon, nous, on n'a jamais été tellement dans cette direction-là, tout du moins existentiellement, puisque suivre le cinéma, c'était être présent. Être dans le présent, et c'était être présent. Et on ne sait pas si cette expérience du présent, on peut en faire l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le stockage devient trop important, y compris avec donc toutes les arrière-pensées plus ou moins intéressées qu'il y a derrière le stockage. La mémoire devient trop faible. La tradition orale devient carrément du gâtisme. On ne peut plus célébrer ou simplement se remémorer, donc garder un fil avec sa propre histoire et celle de sa génération, et même d'autres générations, qu'à travers des formes de plus en plus froides, disons l'écriture ou la commémoration à date fixe, mais plus du tout cette sorte de jaculation, ces scènes de trottoir qui sont justement que Skorecki a encore filmé. Et on n'arrive pas très bien à savoir si c'est comme ça et pas autrement,
ou si ça disparaît, quelque chose de très particulier qui tient au cinéma disparaît aussi. Mais alors moi, j'ai pas la réponse, évidemment, j'ai la même interrogation, et je suppose comme toi, il y a des fois où le fait de voir un film et de ne pouvoir en parler à personne fait que on se demande pourquoi on l'a vu. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on voyait les films à la fois pour des raisons très personnelles, des raisons d'équilibre inextrémiste, d'équilibre catastrophique personnel, avec beaucoup de névrose, mais également pour en parler, fût-ce avec les gens d'une secte qui avait l'avantage d'être mondiale. Et ce que tu définis comme période de l'après-nouvelle vague, qu'on a tous connue, mais qui s'est quand même prolongée assez tard, c'est qu'à un moment, moi ça m'est arrivé grâce au journal Libération qui envoyait des gens au bout du monde pour faire des festivals, on pouvait arriver dans une ville qui était à l'autre bout du monde, ne rien connaître de ce bout du monde, mais savoir qu'il y avait 10 types qui animaient un ciné-club, et leur téléphoner en désespoir de cause, et puis, bon an, mal an, commencer à parler avec eux, et à travers ça, je dirais à travers le cinéma, donc tout à fait instrumental, commencer à se sentir un peu mieux dans ce pays. Donc tout ça pour dire que, quand on dit le mot secte, c'est évidemment très très péjoratif aujourd'hui, c'était quand même, et alors moi ça me frappe, là je divague un peu, ça me paraît également contemporain de l'histoire du communisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose, disons, d'appartenir au Comintern dans les années 20. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez héroïque et d'assez, bon, disons, Joris Ivens, jeune, pas Joris Ivens vieux et mentant, mais jeune, qui devait être un petit peu pareil que les premiers missionnaires des ciné-clubs, qui savaient très bien qu'il y avait au même moment, car le cinéma était un phénomène absolument immédiat dans le monde entier quasiment, des gens qui partageaient à peu près les mêmes émotions et qui n'avaient pas besoin de se le dire. Et je pense que les deux rêves qui ont été extrêmement mêlés, hein, dans le cinéma, il y a l'American Dream, mais il y a aussi le rêve de gauche, le rêve qui a tourné au cauchemar. Les deux aujourd'hui dans le réel, comme dans le cinéma, sont quand même très très écornés, et c'est pas plus mal. Ce qui se passe en ce moment politiquement à l'Est est quand même absolument hallucinant. Et on se dit que, bon, moi je me dis par exemple que je ne sais pas si le cinéma russe va rebondir, mais qu'après tout, en bon citoyen, j'espère que les médias russes vont exister. Et je me demande s'il n'y a pas, dans ce XXe siècle, une sorte de parallélisme entre ces deux façons d'être déraciné, d'être un citoyen du monde, soit à travers les salles obscures, soit à travers un rêve d'international. Bon, alors celui-là, quand même plus mal tourné que le rêve du cinéma, qui plutôt s'est recentré un peu frileusement sur les pays de départ du cinéma, puisque l'international, maintenant, c'est les réseaux télévisés. Et on ne sait pas si le cinéma a assez de force pour redevenir une chose locale et nationale, c'est-à-dire pour continuer à pousser, mais là où elle est, à un point de vue extrêmement local. Enfin, c'est comme ça que je définirais, pour moi, le questionnement actuel. C'est qu'est-ce qui reste comme énergie ou comme force pour que des images absolument singulières et intéressantes pour quelqu'un d'autre naissent là et pas ailleurs, donc soient locales et, si possible, universelles. Mais ça, c'est une question ouverte. Oui, c'est drôle ce que tu dis sur la liaison entre, disons, ces sectes cinéphiliques et le mouvement communiste, là. Je ne sais pas si tu as lu récemment, on a réédité Bartleby l'écrivain de Melville, et il y a une postface de Deleuze qui est assez intéressante, où il lit absolument cette apparition d'un personnage de voyant, qui serait, bon, à la limite de l'idiot au sens dostoïevskien, donc une sorte de non-intellectuel, mais qui aurait une vision presque divinatoire des choses. Bon, il rattachait ça à deux rêves et deux utopies possibles, qui étaient comme par hasard, soit le prolétaire, soit l'américain. Bon. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans l'histoire du cinéma, c'est que Godard, bon, dont on n'attendait pas du tout qu'il fasse une histoire chronologique, hein, je crois que personne n'attendait une seule seconde que la première commence à, je sais pas qui, à Marais, Muybridge, et puis que la dernière termine à Benex, arrive, fait un peu ce que Deleuze appelle les origines, c'est pas intéressant, les programmes pas tellement non plus, il faut arriver dans les choses par le milieu. Comme l'herbe qui pousse par le milieu. Comme l'herbe qui pousse par le milieu. Et donc, au bout de 5 minutes, on est avec l'histoire du cinéma, bon, immédiatement dans le rêve américain à son point culminant, c'est-à-dire bon, Thalberg et Howard Hughes, donc l'empire hollywoodien avec ses crimes et ses fastes. Et puis le cinéma soviétique via principalement dans cette émission Eisenstein. C'est-à-dire une façon
d'arriver au milieu des choses et puis de faire de proliférer dans tous les sens à partir de là. Il y a l'idée de moderne aussi, voilà, c'est ça qui est très curieux au colloque qui accompagne la rétrospective Pasolini. Et tout le monde est très embarrassé là sur l'idée, le moderne. Alors bon, c'était pas bien parce que le moderne, ça a été tout ce qu'on sait sur le dessèchement, la folie avant-gardiste, l'amnésie militante, le côté table rase, on repart à zéro. C'est pas bien. Alors, est-ce qu'on y est encore sans y être? Le moderne, c'est fini, mais il n'en finira pas de finir. Alors, oui. Est-ce que le moderne qui n'en finit pas, c'est déjà le postmoderne? Je vois sous tes yeux un article à propos du postmoderne. Qu'est-ce que c'est que le postmoderne? Est-ce que ça a trouvé sa culture? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon, ce qui est intéressant, et ça, je crois aussi que l'émission de Godard et un certain nombre d'autres tentatives, soit dans la pensée, soit dans le cinéma Le Monde, c'est que, moderne ou tradition, postmoderne ou non, ce qui est important, c'est la production de nouveau, hein. C'est-à-dire le présent, la production d'événements. Parce que il me semble que si on maintient l'idée du découpage, l'ancien, le classique, le moderne, le postmoderne, on ne peut pas argumenter sans polémiquer, disons, avec des choses qui arrivent de façon souvent hautaine, avec beaucoup de ressentiment et de hargne, un culte de la jeunesse, mais sur fond de grands ressentiments qui s'avancent, disons, sous les oripeaux du postmoderne. J'ai parlé de Benex, donc moi je ne vais pas me gêner pour le citer. Et c'est très difficile si on reste pris dans la problématique. Le modernisme, c'est fini. On arrive maintenant dans un cinéma qui serait le postmodernisme. Alors la télévision, le clip, et puis des longs métrages héritant de cette tradition. Si on reste pris dans ces grandes articulations, on ne peut pas les critiquer et même quelquefois les aimer. En revanche, si on pose la bonne vieille question, qu'y a-t-il de nouveau dans cette chose, postmoderne ou moderne? On peut s'apercevoir tout à coup que ce qui se présente comme la pointe extrême du postmodernisme ricanant sur les attitudes antérieures modernes, on peut s'apercevoir que c'est le retour du très vieux. Et, oui, ça. Quand tout à coup on nous ramène le culte de l'image en tant que tel, le mépris de la parole parce que ce serait pas du cinéma, ou bien le fait que plus je vois les hommes, plus j'aime mon chien. À savoir, il n'y a plus rien à dire du côté des rapports entre les humains. Et c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser, de se pencher sur le sort des lapins, des dauphins, des lions, je crois que on ne peut pas, si on se laisse intimider par le côté, les ravages du modernisme, les ravages de la modernité, c'est terminé, la fin des idéologies, etc. Maintenant, on arrive à autre chose. Si on ne pose pas la question, qu'y a-t-il de nouveau dans ça? Au sens où Merleau-Ponty disait que les grottes de Lascaux venaient du fond de l'humanité, mais n'en finissaient pas de se prolonger dans l'avenir, et que donc la question de est-ce que c'est moderne ou pas n'avait pas de sens. Si la question chaque fois du nouveau, de l'irruption d'un événement ne se pose pas, on va continuer à mariner dans classique, moderne, postmoderne, etc. Donc la question, tout le monde l'a bien compris, c'est qu'y a-t-il de nouveau? Et donc on va reprendre cette question et d'innombrables réponses dans les prochaines émissions de Microfilm. Et merci Jean Narboni pour avoir posé cette question incontournable.